Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Le coup de poing final, tout autant que l'interrogation profonde d'origine, sont à eux seuls une sorte de portrait en contraste du compositeur. Si nous avançons maintenant dans le siècle dont Beethoven ouvre les portes de façon très prophétique, nous allons avoir un héritage qui va se transformer, bien sûr. Ainsi, l'harmonie utilisée par la génération 1810, nous pencherons sur des œuvres ici de Chopin et de Schumann, est une harmonie plus développée. Leur façon d'utiliser tous les paramètres musicaux, mais surtout, bien sûr, leur vision du monde va générer un comportement qui est très différent avec finalement une musique qui très souvent est elle aussi faite de mélodies et d'accompagnement. Regardons tout d'abord le cas de Chopin, parce que chez lui, l'héritage classique est très clair. Je voudrais prendre comme exemple un de ses nocturnes, le nocturne opus 9, numéro 2, et je voudrais, comme dans le cas de Mozart, le réduire à son schéma de base, vraiment à la structure mélodico-harmonique la plus simple possible. Etc. C'est une musique extrêmement claire, très équilibrée, et sans doute avec un fort héritage mozartien. Maintenant, bien sûr, on connaît l'amour de Chopin pour le bel canto, et la première des choses est de voir l'espace, la continuité et la fluidité qu'il va donner à la ligne mélodique qui devient vraiment une sorte de prééminence. Voilà, si vous me passez le terme, j'ai rajouté quelques notes, on est déjà plus proche de la future sinuosité chopinienne. Et en fait, pour obtenir au final une mélodie tellement subtile, d'un tel raffinement dans le naturel, il se livre à plusieurs travaux de type mélodique, à plusieurs embellissements en quelque sorte. Il y a un travail de contournement, quelque part, de la structure. Il travaille autour des notes principales avec une finesse de dessin qui donne une grande élégance et une grande richesse mélodique à sa courbe. Et quand il va varier
sa mélodie de base, puisqu'en fait, chez beaucoup des pièces souvent courtes de ce compositeur, il s'agit de cela, il s'agit de varier un thème lyrique ou un thème caractéristique. Chaque fois, on admire le coup de main avec lequel il se livre justement à ces embellissements. En fait, si nous essayons de regarder les choses de plus près, et ça n'est pas pour risquer de stériliser sa musique avec un œil d'analyste, c'est pour essayer de comprendre comment il nous est possible de mieux chanter sa musique. Au contraire, alors nous voyons bien sûr que, comme dans toute musique bien structurée, il y a des notes principales. Et puis, nous allons enrichir peu à peu ce dessin avec des notes qui sont un peu subalternes. Nous l'enrichissons maintenant avec un troisième niveau. Ce sont des notes qui sont plus décoratives, mais qui ont encore un certain, disons, une certaine présence dans la vocalité. Et nous ajoutons enfin le dernier stade de la décoration, qui est vraiment l'ornementation à proprement parler. Etc. Alors, bien sûr, dans l'art de dessiner la mélodie, ça suppose vraiment un contact avec des poids très différents, de façon à rendre justice à ces différences de vocalité. Imaginons par exemple que je joue la même mélodie, toutes les notes étant énoncées avec la même intensité vocale. Ça serait tout simplement affreux. En fait, pensons un moment aux vieux arts du chant, dans lesquels les arpèges et gammes sont travaillés dans la résonance naturelle et dans lesquels les embellissements ou l'ornementation est énoncée avec une voix beaucoup plus légère. C'est ce que nous pouvons également reproduire avec des poids différents. Donc là, il s'agit beaucoup moins d'un art de l'articulation et bien sûr beaucoup plus d'un art du chant. En réalité, nous combinons tout le temps chanter et parler, et le dosage en quelque sorte des consonnes et des voyelles, si je peux être très schématique, est une façon permanente de pouvoir mieux chanter ou parler dans un style donné. Ici, bien sûr, avec le bel canto, nous sommes très italianisants, si j'ose dire, et ce sera beaucoup dans le soutien des voyelles qu'on travaillera. Si je vais un tout petit peu plus loin maintenant dans les variations de ce thème, vous vous souvenez certainement. Pardon. Je le refais une fois, peut-être lentement d'abord. Pour me le remettre dans les mains, bien sûr, mais pour vous aussi, pour apprécier les différents poids possibles
à donner, j'allais dire, les galbes possibles à donner à chacune des notes de ce chant. Et un peu plus loin encore. Vraiment, on a toutes les gammes de voix possibles, depuis les voix de poitrine jusqu'aux voix de tête. Quant au rubato et à l'accompagnement chopinien, nous en avons parlé lorsque nous avons parlé de la pulsation. Nous avons parlé aussi de cet espace et de la façon dont les harmoniques se répandent lorsque nous avons parlé précisément de la projection et de l'espace en musique. En tout cas, nous voyons ici comment un héritage est saisi pour aller toujours vers une continuité plus grande. C'est un relais, bien sûr, vers une musique ininterrompue qui conduit dans le romantisme tardif au résultat que l'on sait. Le cas de Schumann est un cas captivant. On sait qu'il entretient avec le chant et la narration des rapports extrêmement harmonieux. Tous ces cycles de mélodies sont là pour nous le prouver. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il transforme ce chant et cette narration dans certaines œuvres pour piano en fonction des inspirations qu'il entend suivre. Ainsi, dans ces Kreisleriana, ces fantaisies tout à fait hallucinées qui reflètent son univers de double et son univers littéraire de Hofmannien fervent, nous voyons une façon très particulière de conserver certaines symétries ou certains héritages du classique, mais à se livrer avec eux à une sorte de jeu de mise en scène en faisant alterner des panneaux totalement contrastants de musique ou de vision musicale. En fait, ici, la façon d'énoncer la mélodie reflète l'univers haletant parfois, fantasmatique très souvent, haché à certains moments de Schumann, et une mélodie comme celle-ci en expansion perpétuelle dans son tourment et dans sa façon de tournoyer aussi, dans sa propre folie, eh bien, trouve une façon digitale et pianistique très intéressante d'être énoncée au début des Kreisleriana. Sans la main dans une situation d'instabilité, d'inconfort et de tournoiement perpétuel qui reflète très bien l'état d'âme du compositeur. Mais quelque part, cette musique serait simplement tourmentée si les basses étaient énoncées, j'allais dire quand il faudrait, sur les temps. Mais elles sont énoncées en syncope, créant un inconfort de plus et une incertitude supplémentaire. Ce qui fait que la main qui énonce le chant, peut-on encore appeler cela un chant du reste? C'est une virtuosité un peu hallucinée, créée par une
sorte de gêne mélodique, eh bien, ce chant est obligé d'accentuer les temps de façon à ce que l'on trouve certains repères dans cette musique. Ce qui fait que la phrase, qui en fait se contente de répéter toujours la même cellule, est une sorte de fuite perpétuelle pour arriver à l'envolée un peu hystérique et très hallucinée finale. Toutes les reprises écrites dans l'œuvre n'y changeront rien. Chaque fois, c'est la même recherche ou la même réalisation d'une certaine folie. Cet aspect passionnel et emporté, un des aspects de Schumann a naturellement son pendant au cœur de la même pièce. Et là, le principe mélodique sera le même. 2 notes et puis 2 notes qui forment une sorte de mélodie hachée. Seulement, au lieu de monter toujours, elles descendent. Au lieu de déchirer, elles caressent. Et puis elles semblent former une mélodie. Mais ça n'est qu'une illusion, car bientôt, on s'aperçoit qu'on tourne toujours autour des mêmes notes. C'est vraiment un univers de névrose. En fait, dans cette partie-là, le chant n'est pas énoncé, là encore, comme un chant tenu avec son accompagnement. Les notes sont courtes, ce qui fait qu'on ne sait même pas si on le perçoit. Il semble en fait que le souvenir de ce chant irrigue un certain pianisme, mais ce pianisme lui-même est très volatile. Le jeu donc entre chant et accompagnement est toujours là, mais en fait ici le spectre de la mélodie fait inventer à Schumann un nouveau type de pianisme, une façon bien fertile de faire cohabiter ces 2 dimensions de lui-même, le compositeur pour piano et le compositeur de mélodie. À chaque page de ces recueils de la fragmentation, nous trouvons une nouvelle façon de composer ces éternelles mélodies accompagnées, mais d'une façon à faire sonner l'instrument comme s'il n'était pas toujours unifié, comme s'il était parfois en lambeaux ou en déchirement. Et en tout cas, nous faire suivre cette mélodie avec des jeux douloureux de l'âme, du souvenir ou du pressentiment. Ainsi, dans le 2e intermezzo de la 2e de ces pièces des Kreisleriana, nous entendons la mélodie suivante. À nouveau une mélodie qui tourne autour d'elle-même et se répète d'une façon obsédante. Mais, eh bien là, Schumann change de registre avec l'instrument, comme si en fait c'était le sentiment qui changeait de registre. Comme si on y avait un dialogue de soi à soi, un dialogue de Schumann à Schumann avec la même mélodie mais pas le même registre, donc pas la même voix. La main gauche, quant à elle, joue la même mélodie en canon, elle imite dans un autre registre, ce qui fait que l'intrication polyphonique est extrême et que ce petit bout de mélodie, si nous mettons en valeur ces différents jeux de l'écriture qui révèlent des jeux de l'âme, eh bien,
deviennent d'un particularisme compositionnel très fort. Un peu plus loin dans la composition, et cette fois-ci dans le registre excité, dans le registre haletant, nous entendrons là encore une mélodie du même type, petits intervalles, réitération. Pourtant une mélodie très simple qui pourrait être une mélodie populaire à l'origine. En fait, la façon qu'a Schumann de l'accentuer, de l'enrichir, fait qu'elle est aussi insaisissable que presque irritante. Et que cette musique qui, par son matériau à l'origine, pourrait être simplement une agréable musique de plus, devient finalement une musique dangereuse pour l'auditeur, dangereuse aussi pour l'exécutant, tant le risque de tomber soit dans un littéralisme trop grand, soit dans une subjectivité exclusive, peuvent faire perdre à cet ensemble de recueils leur pluralité de sens extrêmement troublante. Nous faisons maintenant un grand bond pour nous pencher sur quelques courtes œuvres d'un compositeur qui a peut-être des aspects très schumanniens et qui s'est beaucoup occupé de langage. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous nous penchons sur certaines œuvres en prenant le temps de comprendre une démarche, peut-être pour mieux révéler le potentiel de certaines œuvres. C'est demain, avec le cours à proprement parler, que nous essayerons de mieux enchaîner des idées avec un choix d'œuvres plus complet et plus exhaustif. Là, je vous propose comme dernier choix de pièces, puisque là il s'agit d'un ensemble de miniatures, de nous pencher sur des œuvres de György Kurtág qui sont captivantes à beaucoup de points de vue. En fait, il s'agit d'un ensemble de miniatures de ces recueils de jeux qui sont ce journal qu'il a entretenu depuis le milieu des années 70 et qui est toujours en devenir, qui a commencé comme non pas une méthode pédagogique, mais un essai pédagogique. Et ceci pour se révolter peut-être contre des attitudes trop formalistes. Ce que nous essayerons de voir, c'est comment, au cours de cette aventure, il nous invite à réexpérimenter l'apprentissage du langage, finalement. Au début, en exergue de ces volumes, qui sont nombreux maintenant, il nous propose un tableau d'un certain nombre de notes avec lesquelles nous pouvons nous mettre en contact, en quelque sorte. Ce sont seulement des do, et ce sont les do de tout le clavier. Alors, on est simplement invité à les rechercher, comme un enfant ou comme un débutant les rechercherait. En fait, on est invité à prendre contact avec l'instrument, mais non pas un instrument formalisé, mais avec tout l'espace de l'instrument, et peut-être et sans doute déjà, on est invité à relier les sons et surtout
à imprimer son propre geste, sa propre aventure dans la façon de prendre contact avec l'instrument et l'espace. En fait, dès qu'on s'empare du premier matériau, eh bien, Courtag nous dit peut-être, c'est la relation entre ces différents phonèmes qui va décider de tout. En fait, les premiers éléments de vocabulaire qu'il va nous donner sont des éléments à la portée de tous. Ce sont les gestes les moins dégrossis quelque part, comme celui de jouer toutes les notes avec un seul contact. On appelle cela un glissando certaines fois, mais pour lui, je pense que ça signifie mettre en contact son être profond avec ce qui va pouvoir le prolonger. Autrement dit, comment donner une importance essentielle au moindre geste, au moindre moment, à la moindre parcelle d'une future construction. Même chose lorsque d'autres parties du corps seront invitées à donner de la vie quelque part. De façon à ce que finalement tout l'être soit investi dans le plus petit élément possible de quelque langage que ce soit. Les premiers exercices qu'il propose jouent avec les mêmes éléments de base, mais déjà les organisent de façon très simple. Cependant, nous sommes tout de suite invités à organiser des relations entre ces gestes, des dialogues entre nos mains, et finalement, au bout du compte, une phrase avec ces premiers objets. Lorsque nous feuilletons ces différents volumes, peu à peu, toutes les propositions s'affinent au fur et à mesure que notre éducation s'affirme elle aussi, et arrivent les premiers morceaux à proprement parler. Nous avons par exemple, parmi les premières propositions, une pièce avec une seule note, un Do, cette note qui nous a permis d'explorer l'espace qui nous est proposé. Et là, en effet, le prélude commence par une sorte d'ouverture qui fera peut-être pas moins d'effet que l'accord de Haydn tout à l'heure ou celui de Mozart un peu plus tôt. La seconde fois qu'on exprimera cette affirmation, alors on pensera peut-être aux deux questions de Beethoven un peu plus tôt. Tandis que toujours, nous nous rappellerons que moins on a de syllabes à prononcer, plus il faudra prendre soin de les placer au bon moment dans la phrase. Après ce prélude, eh bien, la valse joue avec les rythmes et les espaces. Jusqu'à la conclusion finale. Déjà ici, on peut faire le même jeu qu'on a fait avec Beethoven ou Mozart, jouer telle musique
faisant simplement une sorte de transposition acoustique des signes graphiques serait naturellement un contresens absolu. En fait, il s'agit bien de relier entre eux syllabes ou mots pour organiser des phrases courtes au départ, plus élaborées ensuite. Et c'est ce que nous apprenons même avec la paume. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Courtag appartient à une tradition de l'articulation et que donc, pour lui, la bonne énonciation, la mise en place des éléments énoncés et la façon dont ils seront énoncés, rythmés dans le temps, tient un rôle prépondérant. On le voit avec la pièce suivante, qui décline un thème cher au compositeur, l'homme est fleur. Et voici sa proposition. La même maintenant, mais avec des notes précises, non plus avec la paume, mais avec un doigt, non plus avec un cluster, mais avec une note, énonçant un total diatonique tout simple, mais réparti dans l'espace d'une façon aussi harmonieuse et équilibrée que les notes sont réparties dans le temps. En fait, il est bien sûr très intéressant d'inscrire cette démarche à l'époque où elle intervient. Les années 70 sont les années où, par réaction à des abstractions complexes, dans différents arts, nous voyons différents types de tables rases et de remise à plat. Dans ce cas-là, nous avons certainement affaire à une sorte d'établi où le compositeur fait des tests ou compose, non pas des esquisses, mais des agencements de matériel qui lui serviront dans d'autres œuvres. Par ailleurs, nous avons aussi un essai pour composer une musique la plus dense possible avec un matériau minimum. Sans doute est-ce aussi pour le compositeur une façon de reconquérir ou de conquérir un monde extérieur avec lequel il n'avait pas autant de communication à un moment donné, et sans doute est-ce pour nous-mêmes une invitation à sortir de notre propre autisme en réapprenant à parler en quelque sorte. Il est frappant que Courtag ait composé une œuvre extrêmement significative pour une chanteuse
ayant eu un accident qui l'avait amené à avoir des difficultés majeures à parler et à chanter. Dans la page suivante, dans les coups suivants, il s'agit d'un jeu d'écrire une musique avec 3 notes seulement. Non pas une cette fois-ci, mais 3. Etc. En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture pour cela. Oui, il y a un jeu certainement du compositeur pour tenter de réaliser le maximum à partir du minimum. Alors avec tous les choix de permutations possibles et de mise dans un certain ordre de ces différentes permutations pour obtenir des phrases toujours différentes. Mais il y a aussi un jeu à partir de l'idée de taper à la machine. Le compositeur est un grand observateur des humains et en particulier de l'enfance et s'amuse à partir d'une situation, disons, anecdotique. C'est aussi, donc, par voie de conséquence, une transposition de ce geste sur l'instrument piano. Alors je tente une version de cette pièce. Là, il n'est pas nécessaire de vous donner la mauvaise version, celle qui serait inhabitée ou mal prononcée, ou encore pire, la version qui ne penserait pas à intégrer toutes ces cellules dans un discours donné et qui ferait qu'on n'a que des miettes disparates. Je m'arrêterai là, puisque notre séance n'est pas une séance d'exécution, mais simplement propose une porte ouverte dans l'atelier de l'interprète, et je m'arrêterai d'autant plus qu'il est possible d'écouter de cette pièce des enregistrements du compositeur, et quand le compositeur est interprète de sa propre musique, alors c'est la seule loi qui vaille. Une version un peu différente du même jeu, ou tout au moins un jeu un peu différent. Cette fois-ci, les phrases existent, mais les objets sont beaucoup plus éparses. Aucun étonnement que cette pièce soit écrite en hommage à un compositeur hongrois qui a été très fasciné par les minimalistes américains. Cependant, on voit bien ce que l'intensité et la syntaxe de Kurtág, compositeur hongrois, a pu imprimer à cette idée de départ. Maintenant, une vieille tradition, celle de l'antiphonie. Alors ici, à nouveau, beaucoup d'humour. Les deux mondes sont très proches. Au lieu que les deux musiques se répondent dans des espaces différents, quels que soient ces espaces, eh bien, ici, on œuvre vraiment à quelques millimètres près.
si l'une des parties n'était pas forte et l'autre, au contraire, très faible, on aurait parfois du mal à les distinguer. Cependant, chacune se développe à sa façon. Alors, extension dans l'ambitus, cet espace dans lequel les notes se trouvent, augmentation du nombre de notes, et pour l'autre partie, augmentation des notes, les notes rapides ou les notes plus longues, augmentation des propositions, plus grande présence, et ainsi de suite. Là, pas à pas compter, en gagnant une note à chaque fois, en faisant des tout petits jeux vraiment miniatures, eh bien, l'œuvre arrive à être en développement constant. Etc. Là encore, je n'ai joué que la moitié de cette miniature. En fait, on voit que très souvent, ces jeux sont un jeu avec de courtes phrases et une façon de reconstituer ces phrases, de les générer sous nos propres yeux, ou au contraire parfois, eh bien, de les perdre. De les perdre dans quoi? Dans le souvenir, par exemple, dans la pièce suivante, où le compositeur se souvient de mélodies qu'il affectionne, mais des parties de cette mélodie seulement. Et puis certaines reviennent à sa mémoire, donc sont plus proches, et il y a un jeu de distance. À certains moments, on perçoit que la musique s'éloigne, devient plus proche, à d'autres qu'il n'y a qu'une partie de la mélodie dont on se rappelle. Et en effet, dans la partition, parfois toute la ligne est occupée par la mélodie, et parfois seulement une partie de la ligne, au beau milieu d'un espace, nous rappelle en quelque sorte quelques notes de cette mélodie. C'est un hommage à Farkas Ferenc. Alors on retourne dans le souvenir, c'est un peu comme avec Schumann, où à certains moments, on se retrouve soudain à un moment du discours qu'on croyait avoir quitté depuis longtemps. Et ce qui est frappant, c'est de voir que s'il y a ce jeu de mémoire, néanmoins, le rythme de la phrase, sa périodicité, ses intervalles sont toujours là. L'identité de la mélodie est toujours forte. Bref, la phrase elle-même, ce discours reste identique à lui-même. C'est en fait presque la mise en scène des jeux de mémoire qui le voilent de façon différente. Et nous terminerons avec un autre hommage, puisque c'est un compositeur qui adore en faire, il adore distribuer des cadeaux sous forme de composition. Et là, il semble que dans cette pièce écrite pour cymbalum ou pour piano éventuellement, ou pour piano droit avec sourdine de feutre, donc quelque chose d'à peine audible, il semble que la mélodie se forme sous nos yeux. Il énonce quelques notes, et puis il va un peu plus loin, et puis il reprend les dernières notes, et puis il en rajoute deux, et puis il trouve le chemin, et on va plus loin. Bref, il semble qu'en fait, nous assistions presque au processus de trouver ou de retrouver la mélodie.
Et finalement, le discours dans cette pièce, c'est cela, c'est cette façon de trouver ou de retrouver le discours lui-même. Voilà, et c'est par ce songe où nous ne savons pas si nous entendons des phrases, parfois oui, ou des bribes de phrases, que je vous suggère de terminer cette séance. Je vous remercie de votre attention.